Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous Cécile Doménibus, heureux de vous retrouver. On est très heureux en tout cas d'être là avec vous, on espère que vous allez bien autour de cette table. Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir cher Philippe. Bonsoir mes amis. On est ravis de vous avoir. On l'a pas eu depuis longtemps, Jean-Christophe Couvé est avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir à toutes. Jean Cricri, non, on vous appelle comme ça? Oh non, Jean Cri, non. On vous crie. Coucou, comme Jean Jean Cri, ouais, Jean Cri. Ou truc. Jean Cri. Truc. Truc, machin. On me siffle en fait. On me siffle et j'arrive. Moi aussi c'est pareil. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir Jean Dorido. Bonsoir à tous. Et puis on voulait vous dire aussi que vous savez, bon voilà, on arrive bientôt à Noël, c'est la dernière ligne droite. On va vous offrir un très joli cadeau aujourd'hui, puisque le sapin de Noël Sud Radio, ça y est, il a été monté ce week-end. Cette année, le Père Noël a déjà déposé des cadeaux au pied du sapin Sud Radio. Et voilà, on va le découvrir. Hein. C'est pas maintenant, mais en tout cas, ça peut tomber à n'importe quel moment. On va pas le faire. C'est un magnifique cadeau. C'est un magnifique cadeau. On le dit ou on le dit pas? Est-ce qu'on le dit? C'est vous qui décidez, ce que femme veut, Dieu le veut. Allez, il y a autre chose. vous savez quoi? Femme heureuse, vie heureuse. Ouais, je vais chercher le cadeau. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Marie, on va chercher le cadeau. Allez, on va chercher le cadeau. Attendez, bougez pas. Il y a le bruitage en plus. Qu'est-ce que c'est bien scénarisé. Vous avez vu? Les effets spéciaux. C'est le cadeau. Non, mais attendez, j'ouvre le cadeau parce que j'ouvre le cadeau pour nos auditeurs. And the winner is. Enfin non, and the gift is. Hey, le cadeau, vous allez pouvoir remporter. Écoutez bien. 4 entrées au Futuroscope pour profiter d'un lieu extraordinaire où, si vous voulez faire fonctionner votre imaginaire, c'est vraiment le moment en tout cas. Vous allez envoyer donc pour gagner ce cadeau, le mot sapin, S-A-P-I-N. Si vous faites une faute d'orthographe, c'est pas très grave. On le donnera à Philippe David, mais bon, c'est pas grave. Et vous l'envoyez par SMS au 7 20 18. Très joli cadeau, 4 entrées au Futuroscope. Alors ça, c'est Noël, hein, j'ai envie de dire. Avec ce que vous avez dit sur mon orthographe, j'ai vraiment les boules. Non, c'est beau. Attention de ne pas vous faire enguirlander. Quel festival. Et puis on rappelle aussi que ce lundi, Sud Radio est partenaire du concert solidaire Aidons l'Aude aussi, un événement du journal L'Indépendant et du groupe La Dépêche en faveur des sinistrés des incendies de cet été dans l'Aude. On pose bien à eux, et ce spectacle qui aura lieu à Narbonne Arena, c'est ce lundi à 20h avec entre autres Francis Cabrel, Anne Silla, 3 cafés gourmands, Zazie, Axel Bauer, sous la direction artistique que vous connaissez, en tout cas de Yvan Cugius, qui est notre monsieur musique à Sud Radio. Et toutes les informations sur une page dédiée en une de sudradio.fr. Et si vous voulez, bien entendu, faire un don, c'est facile. www.sudradio.fr, concert-solidaire-aidons l'Aude, L-A-U-D-E. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Allez, on va revenir sur cette affaire de chantage à la sextape. Gaël Perdriau, qui est maire de Saint-Étienne, a été déclaré coupable de chantage, d'association de malfaiteurs et de détournement de fonds publics. Il écope de 5 ans de prison, dont 4 fermes. Et on vous pose cette question, 4 ans de prison ferme pour un chantage à la sextape. Vous dites à 53% que c'est juste. Et bien moi, je pense il y a des gens qui se suicident pour ce type de chantage. Faut-il le rappeler? Moi, j'estime que la peine aurait dû être beaucoup plus lourde en termes d'inéligibilité, à vie et d'amende, parce que je trouve que l'amende n'est pas assez élevée. Et puis le tribunal de Bordeaux a condamné vendredi Karine Lelouch à 1 an de prison avec sursis pour avoir fait déloger par la force un squatteur de chez elle. Oui, on a bien compris, parce que à Nîmes, un magistrat qui s'était fait squatter sa résidence secondaire, le jugement n'a pas été le même. On a bien compris que selon que vous aurez les bons appuis ou pas, et ben la justice sera plus ou moins rapide et condamnera ou pas dans le même sens. Et ben voilà, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h tout de suite. Le grand débat du jour. Un chantage à la sextape avec un escort boy, un duel politique et un détournement de fonds publics. C'est une décision historique pour la vie politique stéphanoise. Gaël Perdriau, le maire de la ville, est accusé avec plusieurs complices d'avoir organisé un chantage à la sextape contre son premier adjoint. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, a été déclaré entièrement coupable dans l'affaire du chantage à la sextape. Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Le tribunal correctionnel de Lyon le condamne à 5 ans de prison, dont 4 fermes, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité immédiate. Les vraies voix Sud Radio.
Et en revenant sur cette affaire de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, reconnu entièrement coupable des faits reprochés, donc forcément je me trouve vers le procureur général. Est-ce que les faits méritent la sanction? Ma chère Cécile, mon cher Philippe, les faits sont graves. Et d'autre part, la stratégie de défense, à mon avis, de Gaël Perdriau a été totalement erratique. Sans préjuger, il était clair que ces dénégations constantes n'avaient pas le moindre sens. Alors, pour le reste, il est très difficile, me semble-t-il, en tout cas je le ressens comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas assisté au procès et qui s'est intéressé, en ce qui me concerne, assez modérément à l'affaire, d'émettre un avis pertinent sur la sanction. Je trouve que elle semble à la hauteur de ce qui lui est reproché, compte tenu de son attitude irresponsable. Je crois que la sanction m'apparaît assez cohérente et logique. Jean-Christophe Couvi. Oui, alors j'ai pas trop l'habitude effectivement de commenter les décisions de justice. Néanmoins, c'est quand même un premier édile. Il représente aussi la Marianne. C'est normal qu'on montre l'exemple. Nous, en tant que policiers, on ne fait pas de cadeaux. Je vois pas pourquoi, en plus, un maire, on lui ferait des cadeaux. Maintenant, comme disait Philippe, c'est une violence aujourd'hui. Les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, on vous bafoue votre honneur. On met vos relations sur la place publique. Bah oui, ça mérite une grosse peine. Et j'espère que ça va calmer d'autres personnes qui voudraient utiliser ce stratagème. Et puis, il y a des co-prévenus aussi, puisque le cabinet du maire est impliqué, Jean Dorido. Oui, non, alors, de ce que j'ai lu dans la presse, en fait, il a pris le minimum qui était possible dans ce genre d'affaires. C'était entre 4 ans et ça pouvait aller jusqu'à 10 ans de prison. Et donc, lui, il a eu 5 ans, dont 4 ans ferme. Et c'est vrai que c'est une affaire. Bon, déjà, Philippe Bilger l'a dit, ça rappelle Cahuzac, quoi. Le type a nié, enfin vraiment le doigt dans le pot de confiture, si j'ose dire. C'est quand même assez surréaliste. Et comme le disait Philippe David, c'est d'une violence absolument inouïe. Ce genre de barbouzerie qui vraiment essaye de casser le monsieur en question explique dans la presse qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Voilà. Tellement, pendant des années et des années, il a eu la boule au ventre. Et de tout ce que j'ai pu lire, notamment dans le Parisien aujourd'hui en France, vraiment cet ancien édile, on peut le dire comme ça maintenant, était vraiment je pense un sale type. Vraiment, c'est ce qui ressort. Le maire maintient son innocence et parle de décision incompréhensible et annonce donc de faire appel. Le terme, j'y avais pas pensé à celui-là de Jean Dorido, excellent. Barbouzerie. À l'époque, il y avait des barbouzeries en russe. Il y a aussi des compromates. C'est vraiment ça, c'est le compromat. On compromet quelqu'un sur un truc totalement faux. Moi, je crois qu'il faut, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, et même maintenant de l'IA, où on peut faire des vidéos de tout et n'importe quoi, qu'il faut que la justice soit implacable. Et je suis d'accord, encore une fois, avec Jean Dorido. La peine a été la peine minimale. Enfin, il pouvait avoir... oui, c'est la peine minimale. Je pense que... Moi, j'étais pour une amende éminemment plus lourde, pour une inéligibilité à vie. Il faut calmer toute personne qui voudrait faire ça. Mais la peine de prison aurait été plus élevée, ça ne m'aurait posé strictement aucun problème. Je rappelle quand même une histoire. On a détruit la femme d'un président de la République comme ça. C'était Madame Claude Pompidou pour l'affaire totalement fausse, l'affaire Markovitch. Je ne reviendrai pas en détail dessus. Alors, la sévérité a été au-delà des réquisitions. On va en parler dans quelques instants. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur cette annonce. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble avec nos vraies voix jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David, bien entendu, les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger qui est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, et Jean Dorido, docteur en psychologie et puis en arrêtage de fumée. Jette les fumeurs, arrêtez de fumer, c'est différent. Stop. J'ai arrêté il y a longtemps. On va dire que c'est un peu fumeux grammaticalement, mais ça va. Le tabac, c'est tabou, on en viendra à tout ça. Absolument, c'est complètement fumeux comme phrase. Merci Philippe. Et on revient sur cette affaire de chantage à la sextape. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, a donc été déclaré coupable, 5 ans de prison, dont 4 fermes. 0826 300 300, des réactions avec Roland qui est avec nous. Bonsoir Roland. Bonsoir Roland. Qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Roland, votre réaction? Ma réaction à chaud, c'est que un sentiment de gâchis.
un énorme sentiment de gâchis. Il a été condamné évidemment à 4 ans de prison ferme et 1 avec sursis. La condamnation est lourde à la hauteur de ce qu'on lui a reproché. Mais la question, c'est pas de commenter cette décision de justice. La question, c'est Saint-Étienne, c'est l'image de la ville et c'est la politique qui va être menée pour les prochaines élections municipales. Ça, c'est sûr. Que moi, j'ai discuté avec énormément de Stéphanois. Depuis ce matin, c'est le sujet numéro 1 à Saint-Étienne. J'ai discuté avec beaucoup de Stéphanois et la chose qui en ressort, c'est du dégoût, c'est de la tristesse parce que factuellement, le bilan de 2014 à ce matin, ça s'est arrêté ce matin, était pas mauvais. Mais du coup entaché de cette terrible affaire qui pour moi a biaisé tout le travail municipal qui a été fait depuis quasiment 12 ans. Donc vraiment dégoûté parce que on se demande où on va aller. Politiquement, on se demande où on va aller. C'est vrai que maintenant, il y a ceux qui ont claqué la porte à la majorité municipale de Galperdéo vont se retrouver sur une autre liste à droite et se demander si on peut faire confiance à ces gens-là. Mais soi-disant, ils ont démissionné quand ils ont connu l'affaire. Moi, je pense plutôt qu'ils ont démissionné parce qu'ils ont vu le vent tourner et qu'ils se sont dit, encore une fois, on va protéger notre place et on va pas penser aux Stéphanois. Donc, non, vraiment un sentiment de gâchis par rapport à Galperdéo. Moi, j'en ai été électeur et je vais pas dire que je le regrette parce que je ne le savais pas. Et bien évidemment que si je savais tout ça, je n'aurais pas porté ma voix envers ce candidat. Néanmoins, permettez-moi d'interroger l'exécution provisoire. Vous savez, on ne peut pas se questionner de l'exécution provisoire de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy et ne pas se questionner de l'exécution provisoire de Galperdéo. Ah mais on est bien d'accord. Pas de poids, de mesure. Il n'y a pas de poids, de mesure. Moi, encore une fois, je suis partisan de dire que ceux qui doivent trancher, c'est les électeurs. Non pas sur la peine de prison, ça c'est à la justice de le faire, elle a tout à fait raison de le faire, mais encore une fois, de le démettre de ses fonctions, quand bien même il avait dit si je suis condamné, je me retirerai. Mais ça, c'est trop facile. C'était aux électeurs de choisir. Donc, encore une fois, je m'interroge sur l'exécution provisoire. Mais voilà, vraiment, pour vous dire, de la tristesse. Vraiment de la tristesse pour cette belle ville. Croyez-moi, c'est une très belle ville avec beaucoup de potentiel. Et on comprend. Merci, mais peut-être que ça va permettre de tourner la page, de réavoir la confiance des institutions, des collectivités, de la région, de l'État, parce que mine de rien, on avait aussi perdu un peu ce soutien, cette confiance qui avait été brisée. Car après la majorité des maires font un travail formidable, hein, donc on est vraiment dans un. Philippe Bilger. Restez avec nous, Roland. Merci beaucoup. Je suis globalement d'accord avec Roland. J'ai la faiblesse de considérer qu'à partir du moment où l'exécution provisoire est prévue, elle n'était pas absurde dans cette affaire-là, comme dans d'autres. Parce qu'il y a les municipales dans peu de temps en plus. C'est surtout ce qui est très intéressant dans ce que dit Roland. Il montre bien le caractère totalement surréaliste. Ça n'est pas une petite manœuvre politique délétère. Ça relève presque de ce qu'on lirait dans un roman policier, quoi. La malfaisance absolue. Mais ce qui est quand même allez-y. Hein. Non, et en plus, il y a le détournement de fonds publics, quand même 50 000 €. Le type qui a monté tout le stratagème a demandé 50 000 €. Ça n'a jamais été discuté. C'est sorti dans la presse. Il y a eu 10 000 € avec une œuvre d'art vendue à bas prix et 40 000 € qui est vraiment du pur détournement de fonds publics. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, Jean-Christophe et Philippe et vous, c'est de dire mais comment eux ne peuvent se dire que ça ne se verra pas. Ah non mais parce qu'on imagine en général celui qui est à la source de cette malfaisance que les autres en quelque sorte sauront se taire, que en réalité ils seront incriminés s'ils parlaient. Vous avez raison. C'est le principe du maître chanteur, c'est qu'il fait le pari justement de la honte de sa victime pour avoir les coups des franches, et c'est très courageux de la part justement du monsieur qui était victime de cette machination d'avoir mis tout ça sur la place publique. Moi je pense que certains pensent que de toute façon ça passera quel que soit X. Quelqu'un a cité Jérôme Cahuzac il y a quelques moments, osait dire devant l'Assemblée nationale je n'ai jamais eu de compte en Suisse, etc. Ils savaient que ça allait tomber, mais ils sont dans un déni complet à mon avis, mais là c'est plus le docteur en psychologie que moi qui connaît le problème, ou le policier d'ailleurs. Est-ce qu'on doit, Philippe Bilger, est-ce qu'on doit considérer, comme il a fait appel, qu'il est pour l'instant présumé innocent? Absolument, ça paraît, moi je considère que c'est une hypocrisie suprême au nom de l'état de droit, mais c'est vrai qu'il est présumé innocent.
il me semble. Je l'ai beaucoup entendu durant ces quelques semaines à propos de Nicolas Sarkozy, dont certains se rappelaient tout à coup que l'état de droit existait. Dernier mot, Jean-Christophe Couvi. En fait, c'est le pouvoir qui reçoit les c'est gens. ça. C'est dès lors que c'est Machiavel, il suffit de relire un peu Machiavel, le pouvoir, de toute façon, ça vous rend supérieur. Et là, Voilà, c'était et à un moment donné, quoi. C'était quand même costaud. Il a fait le vide autour de lui. On le voit avec certains ministres, avec même des anciens ministres, quand on compte après, ils sont pris dans des affaires. Même nous, on se dit à notre niveau, mais comment ils ont pu croire que personne ne pourrait les interpeller et que ça allait passer crème. Parce qu'en fait, vous êtes au-dessus de tout. Et puis vous avez des relations et tout le monde vous dit c'est un petit monde. Voilà, il y a des réseaux et donc vous avez l'impression qu'effectivement vous êtes intouchable. Voilà. En tout cas, merci Roland en tout cas pour son témoignage. Vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et cette fois-ci, direction Nantes, on ne fête plus Noël, François-Louis Gournaud. Alors là, on pensait vraiment avoir tout vu, Cécile, mais visiblement non. Depuis quelques années, certaines villes jouent déjà avec l'idée de gommer un peu le mot Noël, notamment dans leur communication. Mais à Nantes, le mot Noël a carrément disparu des marchés. Envolé. À la place, le voyage en hiver ou même l'autre marché, voilà les noms qu'ils ont décidé de donner à Nantes. Ambiance neutre, esthétique épurée, plus un seul sapin qui clignote, même plus une crèche à l'horizon. Bref, à Nantes, c'est Noël, mais sans Noël, et comme l'a dit Philippe David, moi j'ai les boules. Philippe. Mais alors, là, moi je ne comprends plus. Le mot Noël, j'ai l'impression que c'est devenu une honte. Alors maintenant, il n'y a plus les vacances de Noël, il y a les vacances de fin d'année, il n'y a plus les vacances de Pâques, il y a les vacances de printemps. Bon, par contre, si Noël est un gros mot, je pense qu'il faut supprimer la prime de Noël pour ceux qui en bénéficient, non? Parce que si le mot est honteux, après tout, poussons le raisonnement jusqu'au bout. Elle avait déjà commencé, la maire de Nantes, l'an dernier. Johanna Roland. Ça n'est pas d'aujourd'hui qu'elle a... Alors, il y a des maires écologistes qui ont découvert le réel, par exemple à Bordeaux, tandis qu'elle l'a découvert, mais pour le culter. Johanna Roland... Elle est PS. Elle est PS? Ah oui, elle est PS pour moi, Johanna Roland, oui. Oui, je crois qu'elle est PS. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ne sont pas de la même religion que moi, nous, ou en tout cas de moi, et qui fêtent Noël. Enfin, quand on y pense, le Père Noël, c'est Coca-Cola. Ça devient presque un... Le Père Noël, c'est Coca-Cola. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... au départ, c'est vrai. Mais en fait, il y a oui, parce que c'était Saint-Nicolas, il y a une histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ambiance. Là, moi, j'ai deux filles. Il y en a une, elle est fan de tous les films de Noël. Bon, là, c'est un peu cucul-à-praline. Mais c'est... Mais justement, c'est innocent. J'adore ça. Mais c'est innocent parce qu'en fait, il n'y a pas de. Et donc en fait, c'est tout un esprit. Non, mais c'est tout un esprit. Et c'est le seul moment où justement les gens, ils ont envie un peu de croire, de rêver, de sortir un petit peu de la violence quotidienne, de tout ce que on peut entendre, etc. Et là, il y a cette espèce de déconstruction de notre passé, de ce qui nous appartient, de notre jeunesse aussi. On n'attaque pas les films de Noël. C'est sacralisé, quoi. Non, le film de Noël, c'est sacralisé. On s'aime, on se sépare et on se retrouve. Ah mais moi j'adore. On va avoir un dépôt de plainte pour le vol de Noël. Alors. Voilà, c'est ça. Mais ça rappelle à quel point il y a vraiment un mouvement, une tendance de fond qui essaye effectivement de casser systématiquement tout ce qui peut rappeler l'identité de la France. C'est un pays judéo-chrétien, c'est pas grave, c'est pas sale, ça n'empêche pas d'être ouvert sur le monde et sur l'humanité entière. Maintenant, Noël et même c'est vrai cette non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'effacera de toutes les vitrines. C'est la volonté, en tout cas, de certains. Mais heureusement qu'il y en a quand même qui résistent. On espérait que le socialisme n'aurait pas été atteint par l'écologie. Parce qu'en général, ce sont... Mais gens, vous allez nous faire un dimanche matin un exposé brillant sur pourquoi Noël rassemble. Mais oui, mais chiche, bien sûr, c'est la lumière, c'est l'espérance, c'était l'équivalent. Jadis, c'était le solstice d'hiver avant que Jésus n'arrive. Et en fait, il y a cette tradition depuis toujours en Europe, en plein cœur de la nuit, de se réunir pour avoir un message d'espoir. Et aujourd'hui, c'est Jésus, c'est le Christ qui l'incarne. Non, mais surtout, les mots sont grotesques. Le voyage en hiver et l'autre marché. J'ai l'impression d'avoir une agence de voyage pour un voyage en Laponie et l'autre marché, le marché un peu original, qui est 100% vegan ou 100% bio, c'est n'importe quoi. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu. Vous aurez encore l'occasion de râler. Philippe Bilger. Emmanuel Macron, de manière bizarre, a violé une autre promesse. Jean-Christophe Couvi. Moi, je vais vous parler de la violence sur les agents publics par rapport justement au privé. Et c'est un vrai problème à prendre à bras-le-corps aujourd'hui. Jean Dorido. La conférence qui s'est tenue hier et aujourd'hui, la réunion des chefs d'État africains, de l'Union africaine, sur la criminalisation des crimes liés à la colonisation. Philippe Bilger.
David. C'est la journée, et même les 2 journées des lapsus. Et il y a du très lourd. Ah ouais, très bien. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur cette chaîne YouTube Sud Radio, à laquelle vous pouvez vous abonner si ça n'était pas le cas. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité, Jean Dorido, docteur en psychologie, Philippe David, bien entendu. Tout de suite, le tour de table de l'actu nous revoit. À table, c'est vrai. Non, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Vous connaissez? C'est sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Non, je préfère manger les saucisses. Et j'adore le couscous. Moi, j'adore le lard. Il y a la choucroute, les spätzle, etc. Ça me donne faim. Un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts. Mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile. Ne vous inquiétez pas, Philippe David, je vous mordrai dedans quand même, même si vous êtes pas aimé. Bon appétit, bien sûr. Le tour de table. De l'actualité. Et joyeux Noël surtout. Philippe David, tiens, puisque vous avez la parole. Ah bah on va commencer, tiens, c'est la période des lapsus. On écoute, c'était ce matin, Martine Vassal chez notre ami Jean-François Aquili pour l'interview politique. C'est la deuxième ville de France et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au soir du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. Hein. On verra à ce moment-là. Oui, on verra à ce moment-là, c'était pour une éventuelle alliance avec le Rassemblement national entre les 2 tours à Marseille. Alors évidemment, l'interview de notre ami Jean-François a fait le buzz. À Marseille, c'est parti dans tous les sens. Réaction de Benoît Payan, de Sabrina Agresti-Roubache, enfin tout le monde. L'interview a mis tout en live. Mais Martine Vassal a fait un tweet en fin de matinée disant « Je vous invite à écouter mes déclarations de ce matin. En aucun cas, il n'a été question d'une alliance avec les extrêmes que j'ai combattu pendant toute ma vie politique. Je suis une femme, je suis de droite et du centre et je suis responsable. » Donc elle rame un peu en arrière, mais je pense que le lapsus est révélateur. Mais c'est vraiment la période des lapsus. Tiens, écoutez celui-ci de Sébastien Chenu qui est grandiose. Partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants, il y a du monde partout. Alors là, celle-là, c'est Jean-Marie Bordry qui me l'a apporté, qui me dit tu parles de lapsus, il y en a un très bon. Et là, les soirées chemsex, bon, je connais pas. Il y a du monde. Hein, ça, c'est un fait. On sait qu'il y a du monde, même quand vous êtes hétéro, non? Non, moi je sais pas, je n'en ai jamais fait un truc pareil dans ma vie. J'ai jamais pris Donc c'était la période des lapsus. C'est la période des lapsus. C'est inutile de dire que celui qui a eu lieu ce matin sur Sud Radio avec Jean-François Aquili a fait beaucoup remuer la mer du côté du Vieux-Port. Voilà. À voir. Ah oui, parce que je pense que ça peut être un signal d'ouverture, on va dire, entre les 2 tours. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Merci, Philippe David. On a bien vu, là. Philippe Bilger. J'ai vu que Marie continue le registre de la nourriture. Tout de même, elle est très douée. C'est ça, elle est très douée. Mais moi, c'est tout simplement le fait qu'Emmanuel Macron a violé un certain nombre de promesses, ça n'est pas très original de le dire, mais que en particulier, il a violé celle qu'il avait formulée au sujet de la baisse du nombre de fonctionnaires. Il avait promis une baisse de 120 000 fonctionnaires, ils ont augmenté 200 000, et alors que le secteur privé les a diminués. Alors ça n'est pas un scandale en soi pour ceux qui considèrent que la fonction publique doit être maintenue, même augmentée, mais c'est intéressant de voir que même dans des domaines où il aurait pu agir sans difficulté, il ne l'a pas fait. Vous voulez réagir? Oui, moi, très rapide. Le jour où il n'y aura plus de fonctionnaires et vous parlerez à une IA, à une machine, vous verrez que la différence entre le service public et le service technique, voilà. Parce que la problématique, elle est là. Alors on fait haro sur les fonctionnaires, forcément je vais les défendre, j'en suis un. Mais en fait, aujourd'hui, la France, cette richesse aussi, c'est la fonction publique. Quand il y a des crises, on est content de trouver des agents publics, on est content d'avoir des hôpitaux, on est content d'avoir un peu tout. Comparons-nous aussi avec le monde. Alors c'est sûr, il y en a qui ont plus d'argent, mais les routes sont pourries, tout est pourri, et forcément, quand on a besoin, on claque des doigts, et la fonction publique est là. Alors, c'est juste pour compléter, peut-être tempérer les propos de Jean-Christophe, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le problème, me semble-t-il, de l'augmentation du nombre d'agents que de savoir où ils sont recrutés. Voilà. Ou la qualité. Parce que pour
pour le coup, en ce moment, les bureaux de poste continuent de fermer les uns après les autres. Justement, les services publics se délitent et se dégradent de plus en plus. Les effectifs dans les forces de l'ordre et même au niveau des militaires, c'est quand même pas du tout au rendez-vous. Et donc, je serais effectivement curieux d'en apprendre davantage, savoir quels sont ces 200 000 fonctionnaires de plus. Moi, pour résumer en 5 secondes, je veux beaucoup plus de policiers pour faire plaisir à Jean-Christophe Couvi, mais pour revenir sur un débat de Révoix, beaucoup moins de statisticiens qui font des statistiques qui ne ressemblent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, ils sont pas fonctionnaires. Hein. Ah si, ils sont à Bercy, ils viennent du privé aussi quand même. Hein. Non mais ceux qui font les statistiques de l'État, ils sont dans 3 organismes publics. Hein. Ouais. La Banque de France, l'INSEE, Bercy. Et Jean-Christophe Couvi, le constat sur la violence contre les agents publics. Justement, voilà, donc on en parlait parce qu'il y a eu l'autre jour un petit brief avec l'État, la DGFP, et en fait ils se rendent compte, nos employeurs, l'État, qu'il y a beaucoup de violence sur les agents publics. Faut savoir que comparé au privé, 16% contre 13% donc pour le public et 13% pour le privé. Les agents publics sont mis donc devant le fait accompli, et avec des injures, des menaces, du harcèlement moral. Les violences physiques dans le cadre professionnel, c'est 54% des agents publics l'ont déjà ressenti, contre 19% pour les salariés du privé. Voilà, donc en fait, il y a une vraie problématique aujourd'hui. On paye les pots cassés aussi de ce que font nos politiques, et en fait, quand les citoyens veulent s'adresser, entre guillemets, les remontrances aux politiques, c'est les fonctionnaires qui trinquent. Voilà, donc moi j'attire l'attention en disant, la société est en train de changer, elle devient très violente, et on attend de notre employeur aussi qui nous protège, notamment avec la protection fonctionnelle, qui aujourd'hui n'est pas au niveau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aux caisses de certains supermarchés aussi, avec des affiches où on demande aux clients de ne pas insulter les hôtesses de caisse, ce qui est quand même assez surréaliste, Philippe Bilger. Oui, absolument. Les caissières doivent aussi apprendre parfois à être polies. Moi, je vais pas souvent dans les grands magasins, mais c'est essentiel la politesse à leur égard. Je donne des bonnes adresses, Philippe Bilger. De la même manière, les chauffeurs de bus, parfois, lourdement, ils disent bonjour. Eux-mêmes, quand on leur adresse bonjour, ils répondent pas. Alors, des deux côtés, ma chère Cécile. Oui, mais ça n'incite pas, ça ne devrait pas inciter à la violence. Non, mais bien sûr. Ça que je veux dire. Non, mais c'est parce qu'en fait, des gens impolis, on met entre guillemets les plus bas salaires devant le courroux des gens. Et en fait, il n'y a jamais de hiérarchie. Quand vous voulez râler aujourd'hui, vous attendez un responsable. Le responsable, on le voit jamais. Mais appelez-nous si vous voulez râler 0826 300 300. En fait, le responsable n'est pas là. Et c'est pareil dans la fonction publique. C'est toujours les agents qui sont en front line qui prennent pour les autres. C'est vrai, vous avez raison. Et on pense bien à eux d'ailleurs. Jean Dorido, la conférence d'Alger, l'Afrique unie face à son passé colonial. Oui, c'est une conférence internationale qui a été lancée par l'Union africaine, donc qui se tient à Alger hier et aujourd'hui, sur effectivement la question de la réparation des crimes liés à la colonisation. Et je formule le vœu que ça débouche sur quelque chose de constructif, parce qu'il me semble qu'il est plus qu'urgent de réussir enfin à poser les bases de relations justes et de relations saines entre l'Europe et l'Afrique. On va avoir 2,5 milliards d'Africains en 2050 et on a encore de la rancœur dans les pays qui ont été colonisés jadis, et de la culpabilité aussi en Occident, et tout ça, ça donne ça ressort, je dirais, de façon assez violente, assez excessive. Ouais. Et ça me semble être une initiative intéressante que de enfin réussir à sortir de cette espèce de rancœur, parce que la culpabilité et la rancœur, c'est toxique pour les relations, c'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai au niveau également des États et des nations. Et cette repentance, Philippe David? C'est pas de la repentance. C'est la question... La culpabilité. Non, c'est la question de comment justement faire en sorte que chacun puisse se sentir juste et légitime par rapport à son passé, que ce soit un passé de colon. Je connais mal l'Afrique, mais je suis allé beaucoup de fois dans le sud-est asiatique dans mon ancienne vie pro. J'ai rencontré beaucoup de Vietnamiens, de Cambodgiens, de Laotiens qui ont été colonisés par les Français. Alors malheureusement, ils parlent plus souvent anglais que français aujourd'hui, mais j'en ai aucun qui m'a dit mais pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. On s'est parlé de la guerre d'Indochine, les grandes batailles, etc. Et après de la guerre du Vietnam. Mais jamais je n'ai senti de rancœur avec les personnes de l'ex-Indochine française. Alors je sais pas pourquoi, c'est le contraire notamment en Algérie, mais c'est une rente du pouvoir. Je sais pas pourquoi. Allez, mais malheureusement, vous vouliez réagir, Philippe? Non.
Non, j'allais dire... Allez-y, 2 secondes. Non, je suis étonné, Jean, parce que vous approuviez ce type de réunion qui va être fortement imprégné par la rancœur. Je veux que ça sorte sur quelque chose de constructif. Ça finira par un des chèques et puis voilà. C'est Noël, donc voilà, il est dans la magie de Noël. C'est ça. Allez, vous restez avec nous. On va revenir sur Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron qui ont échangé ce matin à Paris. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. J'ai l'impression d'être dans un vestiaire parfois avec tous ces garçons autour de moi. Avec des beaux mecs. C'est ça. Qu'est-ce qu'il parle bien, Jean-Christophe Couvi. On est affûté comme des lames de katana. C'est à mi-chemin entre les tontons flaggeurs et un vestiaire. C'est entre les deux. Allez, vous savez quoi? On va vous offrir un cadeau. C'est le sapin de Noël de Sud Radio. Écoutez bien, cette année, je veux ma petite musique. Merci Marie, ma petite musique. Cette année, donc le Père Noël a déjà déposé ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio. Donc je sais, j'allais chercher un petit cadeau. C'est le petit cadeau Sud Radio. Vous voyez, il est là. Et hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Attention, mesdames et messieurs, the winner is. Non, je ne sais pas encore. En tout cas, on vous offre. Écoutez bien, 4 entrées au Futuroscope pour profiter de ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. C'est un truc de dingue. Si vous n'êtes jamais allé au Futuroscope, c'est peut-être l'occasion d'y aller en famille. Alors c'est très simple, vous allez écrire un SMS, vous allez écrire sapin, S-A-P-I-N, vous allez l'envoyer par SMS au 7 20 18 et peut-être que la magie va fonctionner, peut-être que ce cadeau sera sous le sapin de votre famille. En attendant, en 0826 300 300, tout de suite, on en était où? L'info en plus. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont échangé ce lundi à Paris. Et François-Louis. Oui, absolument, Cécile, pour faire le point sur les négociations de paix, notamment sur l'Ukraine. Et le président de la République française a d'ailleurs déclaré: les garanties de sécurité ne peuvent être discutées ou négociées sans les Ukrainiens et sans les Européens. Patrick Martin-Genier, vous êtes avec nous, vous êtes géopolitologue, enseignant à Sciences Po et surtout spécialiste des questions européennes et internationales. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, quand on voit un petit peu tout ce qui s'est dit, toutes les informations qui sont sorties de ces échanges, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent ? Écoutez, c'était une réunion qui avait été demandée par Volodymyr Zelensky, mais qui n'a pas fait avancer grand-chose sur le fond, parce qu'on sait très bien, malheureusement, je dirais, que l'Europe est quand même marginalisée dans ces négociations. En réalité, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il était toujours disponible, que la France et l'Europe pouvaient, le cas échéant, peser sur ces négociations qui ont lieu directement entre les Américains et les Russes. Et je dirais que c'est une réunion qui était très importante pour Volodymyr Zelensky, alors que son directeur de cabinet, Andriy Yermak, a démissionné, son bras droit depuis qu'il était président ukrainien. Et donc on voit bien que dans cette histoire de corruption qui fragilise le gouvernement ukrainien, il était important pour le chef de l'État ukrainien d'aller à Paris, de montrer que le soutien politique et militaire de la France était toujours aussi important. Mais est-ce qu'il pèse réellement, en tout cas, est-ce que Macron pèse, puisque là, vous l'avez dit, l'Europe est un peu écartée, mais est-ce que finalement, c'est pas de la poudre aux yeux ? Écoutez, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux. En tout cas, c'était une réunion qui a duré plusieurs heures. La conférence de presse a eu lieu 2 heures après que c'était prévu. Il y a eu sans doute des entretiens avec d'autres chefs d'État et de gouvernement, avec donc Volodymyr Zelensky. Mais c'est vrai, malheureusement, j'allais dire que Emmanuel Macron ne compte pas. Il veut montrer qu'il peut peser. Il veut montrer qu'il pèse sur la scène internationale et européenne. Mais manifestement, il n'est pas, l'acteur principal. Puisque Donald Trump veut continuer à négocier directement avec Vladimir Poutine. La meilleure preuve en est que son conseiller spécial Steve Witkoff se rend demain au Kremlin pour montrer quelles progressions ont été faites. Et donc, c'est simplement une façon pour Emmanuel Macron, qui ne compte pas plus que les autres dirigeants européens, de montrer qu'il est encore là. Malheureusement, pour l'instant, il est, semble-t-il, assez transparent. Philippe David. Mais monsieur le professeur, tout de même, on n'est pas si nombreux à défendre parfois
parfois la pratique internationale d'Emmanuel Macron, mais est-ce que, en ayant conscience des limites de l'Europe et de sa propre action, est-ce que tout de même, il n'est pas le seul à empêcher que l'accord américain-russe se fasse au détriment exclusif de Zelensky? Je me dis que heureusement qu'il existe un peu pour nous éviter une paix exclusivement russe. Oui, vous avez raison d'être quand même optimiste. Je pense qu'Emmanuel Macron veut montrer qu'il est présent. Vous savez, c'est lui qui a été le chef de file de cette fameuse coalition des volontaires. C'est très important, en effet, de dire que la France est disposée à aller de l'avant en cas d'un accord de paix. Et donc, c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron. Mais lorsque vous avez face à vous à Donald Trump, qui n'a rien à faire de l'Europe, face à Vladimir Poutine, c'est vrai que son rôle n'est pas... Il est méritant, il a du mérite, mais malheureusement, on voit bien que dans l'approche des négociations de paix, eh bien, Emmanuel Macron a un rôle tout à fait limité. C'est pas qu'il n'a pas du courage de dire un certain nombre de choses, mais par exemple, il a encore dit dans sa conférence de presse tout à l'heure que s'il s'agissait de la souveraineté ukrainienne, cela devait se faire avec les Ukrainiens, que la paix durable, ce serait les Ukrainiens, et que manifestement, il se dit, moi je suis prêt, mais on voit bien que s'il a tenu à faire cette réunion aujourd'hui, c'était bien montré qu'ils étaient présents, et il sent que l'Europe est faible dans ces négociations. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier. Vous êtes géopolitologue et enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Vous restez avec nous tout de suite. Et si vous étiez... Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Ça, c'était bon, ça. Et si vous étiez, je ne sais pas. Ministre, par exemple, si vous étiez ministre et même ministre des Transports, avec Baptiste qui est avec nous de Boulogne-Billancourt. Je vais y arriver, Boulogne-Billancourt. C'est quoi? Faites gaffe, c'est la journée des lapsus. C'est dingue. Faire attention à ce qu'on dit. Soyez clairs, je suis la patronne des lapsus. Sachez-le. Monsieur le ministre Baptiste, bienvenue sur Sud Radio. Donc, quel serait votre premier sujet que vous souhaiteriez traiter en tant que ministre? Après avoir été sûr que je m'exprimerais aussi clairement que vous... Arrêtez. Sa chambre. J'adore me faire vanner, c'est bien. Allez-y. Ma première mesure, c'est que je prends toutes les subventions qui sont accordées au secteur aérien en France et je les bascule du jour au lendemain sur le secteur ferroviaire. Du coup, au lieu de payer 30 balles pour aller à Barcelone en avion et 250 € en train, ce serait le contraire. Voilà. Et si vous voulez que j'étaye ma proposition, toujours de façon intelligible, j'ai deux exemples qui me semblent très 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 suspects. Allez. Je prends l'aéroport de Rouen, qui a vu son trafic baisser de 90% depuis le Covid, qui a vu ses subventions maintenues depuis le Covid, ce qui fait que rien qu'avec les subventions que touche la subvention de Rouen, on peut donner 437 € à tous les passagers qui empruntent l'aéroport de Rouen par trajet en avion. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup, 437 € en moyenne. Oui, c'est beaucoup. Le deuxième exemple, c'est évidemment cette taxe scandaleuse sur le kérosène dont sont exonérées les compagnies aériennes. Ça représente quand même un manque à gagner de 4 milliards d'euros chaque année. Donc évidemment, à partir de demain, je taxe le kérosène, évidemment, puisque je taxe aussi l'électricité du réseau ferroviaire. D'accord, petite réaction peut-être. On a des ministres extrêmement sérieux et responsables. J'espérais qu'ils nous disent « je vais développer les transports amoureux ». Mais non. Mais peut-être dans un deuxième temps, dans le train. Non, mais ça aurait comme effet pervers de tuer les longs courriers français, parce que si vous avez une grosse taxe, vous irez prendre votre avion à Francfort ou à Milan ou à Amsterdam. Ah si, je peux vous dire que moi qui ai voyagé en intercontinental pendant des années... Laissez-le finir. Ah non, mais moi je vais prendre mon exemple. Moi j'ai fait des vols transcontinentaux pendant quelques années. Je prenais le moins cher entre Paris et Amsterdam, et les meilleures heures, je ne posais pas de questions. Petite réponse de Baptiste et on y va. La remarque est juste, sauf que ça passe aussi par du courage politique et une décision qui serait collective, mais il y a déjà beaucoup de pays qui appliquent cette taxe. Le Japon, la Norvège, la Suède, beaucoup de pays européens. Donc à un moment donné, il faut aussi que tout le monde y mette du sien. On arrête
d'ultra subventionner un secteur des transports qui est responsable d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Qui fait beaucoup d'efforts, hein, c'est important de le dire, Baptiste, hein, en matière beaucoup d'efforts. Ah oui, vous voulez dire les avions électriques et les avions... Non, mais les avions consomment beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Il faut quand même, faut quand même saluer que les choses évoluent quand même un petit peu. On ne peut pas jeter... Saluons Cécile, si vous voulez bien. Merci, monsieur le ministre, vous êtes bien aimable. Merci en tout cas, Baptiste, d'avoir joué le jeu. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et j'en profite pour vous dire que demain, entre 19h et 19h30, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe David a poussé un énorme coup de gueule à l'antenne contre Alan Brunou, qui est candidat à la mairie de Grenoble. Tête de liste LFI. Voilà, et qui disait, Philippe qui disait qu'il ne ferait pas la chasse aux dealers. J'ai poussé un gros coup de gueule et puis c'est monté dans les réseaux sociaux. Il a demandé un débat et on lui a accordé un débat demain de 19h à 19h30. C'est bon ça. Et c'est très bien. Quel dommage. C'est important. Je serais pas. En tout cas, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, cette fois-ci. Aujourd'hui, être antisémite peut vous valoir le titre d'homme de l'année. C'est en France en 2025. On en parle dans un instant. Et mais tout de suite, Philippe. Eh bien tout de suite, on va parler de votre argent en bourse. Thomas Binet. À tout de suite. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne, présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Et nous le retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, qui est directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marchés financiers. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, on entend souvent parler du CAC 40, du Dow Jones ou encore du Nasdaq, mais que se cache-t-il réellement derrière ces noms ? On va revenir avec vous sur le comment des indices et comment on y rentre d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise entre ou sort par exemple du CAC 40 ? Est-ce grave d'en sortir ? Avant de se poser la question sur comment entrer dans un indice et savoir si c'est flatteur ou comment on traduit la bonne santé d'une entreprise, avant toute chose, Fabien, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que le terme d'indice, justement ? Oui, un indice boursier, c'est un indicateur de la valeur d'un panier d'actions. Donc si on prend le CAC 40 par exemple, le panier d'actions qu'on a choisi, c'est des actions qui cotent à la Bourse de Paris et on a choisi les 40 plus grosses capitalisations boursières qui doivent aussi être liquides pour pouvoir être achetées et vendues facilement par les investisseurs. Et tous les 3 mois, donc on a un comité d'experts. Il y a une société qui gère cet indice, c'est la société qui exploite la Bourse de Paris qui s'appelle Euronext. Un comité d'experts se réunit pour décider qui doit rentrer et sortir en fonction des évolutions des entreprises. Donc, il y a un rebalancing qu'on appelle tous les 3 mois sur cet indice. Et quand on sort de cet indice ou quand on y rentre, c'est pas définitif. Un indice, ça vit. On a des exemples à travers l'histoire, comme par exemple Peugeot, qui était à la création de l'indice en 1987. La société a connu des difficultés financières en 2012 et est sortie de l'indice. Et puis, ils ont choisi un nouveau directeur général, Carlos Tavares, en 2014. La société a repris une bonne santé financière et en 2015, ils sont de nouveau rentrés dans l'indice. Mais alors du coup, très concrètement, à quoi ça sert un indice boursier et pourquoi est-ce si important pour les investisseurs ou les médias d'ailleurs que nous sommes ici ? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un indicateur. Donc ça reflète la santé économique de ces actions qui sont assez représentatives dans le cas du CAC 40 des entreprises françaises, en tout cas des grosses capitalisations boursières, donc les grandes entreprises françaises. Donc quand un indice augmente, quand un indice est dans le vert, comme on dit, ça veut dire que les entreprises se portent bien. Donc c'est un indicateur, c'est un repère pour les investisseurs. En un coup d'œil, assez facilement, on peut voir globalement comment se porte un marché. Alors on a tous entendu dans les médias en particulier dire le CAC 40 monte ou le Nasdaq chute. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, citoyens ou épargnants ? Alors pour un investisseur, quand ça baisse, ça veut dire qu'on perd de l'argent, ou quand ça monte, ça veut dire qu'on en gagne. Mais concrètement, ce qu'on disait, c'est que ça indique la performance, la santé financière. C'est aussi une histoire de confiance. Si on a confiance dans les entreprises et dans le marché dans lequel elles évoluent, par exemple l'économie française, quand l'indice monte, ça veut dire qu'on a confiance dans l'avenir, qu'elles vont bien se porter, qu'elles vont pouvoir se développer. Donc c'est aussi un indicateur de confiance, en plus d'être un indicateur de santé financière. Alors je pense à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, notre grand public, nos auditeurs. Comment peuvent-ils suivre les indices sans se perdre dans le jargon financier ? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Ce qui est important, et pour tout investisseur, c'est de s'éduquer et de comprendre les choses. Donc on n'a pas besoin de savoir quelles sont les 40 entreprises qui forment un indice. Encore que les 40 entreprises du CAC 40, on les connaît puisqu'on est français. Mais si on part sur des indices à l'étranger, en Allemagne, le DAX, ou aux États-Unis sur le Nasdaq ou le S&P, on ne va pas connaître toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'un indice facilite à avoir une vision globale. Donc comprendre ce qu'est un indice, ce qu'il représente, ce qu'il peut faire, ça aide à
aborder facilement et simplement la santé d'un marché, donc savoir où on met les pieds, puisque quand on investit, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait, de s'informer, de s'éduquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir gérer ses investissements, puisque ce qui est clé, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut rentrer, mais surtout quand est-ce qu'il faut sortir en fonction de ses objectifs. Merci Fabien, on se retrouve lundi prochain ? Oui. Avec grand plaisir. Donc on se retrouve évidemment lundi prochain pour oser investir les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et vous vous demandez qui est autour de la table ? Eh ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Non, je fais très bien, très mal Sarkozy. Vous voulez que je vous le dise ? Eh ben, Je vais vous le dire. Philippe Bilger est avec nous, Jacques-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité, et Jean Dorido, docteur en psychologie. Et tout de suite, chers mesdames et messieurs, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le siège du magazine GQ, magazine masculin consacré à la mode et à la culture, et qu'un des 8 vainqueurs du Trophée des Hommes de l'année 2025 m'a semblé pour le moins scandaleux. Ainsi, un des 8 vainqueurs est le streamer Amine, dont le magazine dit sur son compte X, je cite, de Twitch à Instagram en passant par X où il s'est d'abord fait connaître, Hamid Mohamed Amin Mahmoud s'est imposé en moins de 5 ans comme l'un des visages phares de la nouvelle génération. Malgré cette ascension, le natif de Drancy, Seine-Saint-Denis, veille à garder les pieds sur terre, un principe qu'il répète tout au long de notre entretien. Jusque-là, rien à dire, sauf que des tweets de l'intéressé sont ressortis. Et le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont dû échapper à la sagacité des journalistes de GQ. Florilège. Les juifs, c'est des fils de pute. Un bon juif ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si j'étais nazi, mes gâteaux préférés seraient les petits fours. Évite la ligne 13 et la ligne 7, c'est abusé. Une ligne sur 2 t'emmène à Auschwitz. Enfin, pour conclure, une photo du footballeur Yassine Brahimi priant sur le terrain après avoir marqué avec le FC Porto contre le Maccabi Tel Aviv il y a 10 ans, avec ce commentaire, Brahimi qui marque contre Tel Aviv et qui prie en direction d'Auschwitz, incroyable. Bref, des tweets au sujet desquels le meilleur avocat du monde aura du mal à faire croire qu'ils ne sont pas antisémites. Mais, quitte à rester dans le pathétique, ceux qui dénoncent ces tweets se font accuser de racisme et d'islamophobie, comme notre vraie voix Françoise Degois ou le journaliste Lucas Jakubowicz que vous retrouvez chez Valérie Expert. Bref, l'inversion accusatoire est totale, mais j'aimerais savoir comment une personne qui a commis des tweets qui auraient pu lui valoir le titre d'homme de l'année dans Je suis partout en 1943 a pu recevoir cette récompense dans GQ en 2025. Je suis, alors, non pas partagé, je vous rejoins totalement, Philippe. La seule chose qui m'interroge, si j'ose dire, c'est que je n'aurais pas, par principe, à partir du moment où quelqu'un tenait des propos discutables, je ne l'aurais pas éliminé de l'homme de l'année. Mais ça, c'est des choses absolument infectes. Abjectes, donc je vous comprends. Mais il faut faire attention de ne pas éliminer systématiquement des personnalités qui ne sont pas irréprochables. Mais là, c'est scandaleux de l'avoir choisi comme homme de l'année. Oui. Ça me rappelle, vous savez, il y avait un jeune qui était responsable du Bondi Blog, oui. qui a vraiment eu un succès phénoménal. Et puis, qui était sur France Inter avec Pascal Clark. Il avait un faux compte Twitter dans lequel il déversait un antisémitisme vraiment nauséabond. Et il y a eu un très bon film d'ailleurs fait sur l'affaire, je crois que ça s'appelait Patrick Rambaud. Et ça me rappelle vraiment ça. J'imagine que les journalistes de GQ sont passés complètement à côté de ces fameux tweets. Sinon, jamais il n'aurait commis cette erreur. La différence, c'est qu'a priori, Mehdi Méclate les faisait sous pseudo qui était Marcelin Duchamp, alors que lui, a priori, ce n'était pas sous pseudo. Non, mais alors déjà, je connais pas ce Amine. Moi, je le connaissais pas non plus. Moi, ça m'agace un peu, déjà, les stars du net comme ça, qui d'un seul coup pèsent, émergent. Enfin bon, en fait, c'est l'air du temps. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une star parce qu'on met sa tête sur YouTube et on dit des bêtises toute la journée ou pas, d'ailleurs. Mais je le connais pas, donc je vais pas me permettre de juger. Homme de l'année, quand même. Homme de l'année, ils sont 8
vite. Et surtout, c'est qu'effectivement, quand on mène une enquête entre guillemets pour savoir qui est l'homme de l'année, la moindre des choses, c'est de regarder un petit peu ce qu'ils font. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du tweet et du réseau social. Je pense qu'un petit coup de balai pour voir un petit peu ce que la personne a fait. Un petit retake. Ça m'étonnerait qu'ils les aient pas connus tout de même. J'ai du mal à le croire. Parce qu'ils sont très informés. Alors dans les autres hommes de l'année, il n'y a rien à dire. Il y a Ousmane Dembélé, le footballeur du PSG de l'équipe de France. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même trempe. Oui, il y a un journaliste de France Inter, Nicolas Demorand. Il y a l'humoriste de France Télé, Paul de Saint-Cernin. Bon, il y a des gens, il n'y a rien à dire. On aime ou on n'aime pas, c'est une autre question. Mais là, quand on voit la teneur des tweets, ni l'un ni l'autre. Non, je pense que le jour où on sera dans le GQ, c'est que le magazine aura été racheté, aura changé de... Non, alors... Pourquoi Philippe David, ça n'a pas la tête. Non, mais il y aurait eu des tweets de Philippe David un peu discutables sur le plan intellectuel. Mais est-ce qu'il y a des chauves déjà comme homme de l'année? Vous voyez, c'est la discrimination. Déjà, ça se trouve, on est écarté d'entrée. C'est clair. Il vaut mieux revoir 8 femmes de François Ozon que de s'intéresser aux 8 hommes de l'année de GQ. En fait, je viens de comprendre pourquoi vous n'êtes pas homme de l'année. Ça y est, c'est clair dans ma tête. Non, mais ça y est, je vous écoute et en fait, je comprends. Tout est clair, tout est clair. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. À part Philippe Bilger, bien entendu. Bien sûr. Ça fait longtemps que je n'avais pas bénéficié d'une grâce particulière. Et d'ailleurs, à un moment donné, je commençais à stresser. Non, mon petit Philippe. Mais non. L'homme de la nuit. Voilà. On va revenir dans un instant sur Karel Lelouch, propriétaire d'une maison à Andernos-les-Bains, qui a donc écopé d'1 an de prison avec sursis pour avoir chargé 2 hommes de déloger un squatteur de chez elle. Et on vous pose cette question, sommes-nous tous égaux face aux squatteurs? Parce que ça change d'un département à l'autre et surtout, selon le tissu relationnel, vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On sera très content de vous accueillir à l'antenne. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et aujourd'hui autour de cette table, Jean-Christophe Couvi, Philippe David, Philippe Bilger et notre ami Jean Dorido. Et tout de suite, la question du jour. Les juges lui ont reproché d'avoir engagé 2 hommes de main pour violenter et déloger le squatteur qui occupait sa propriété. C'est le monde à l'envers. Il y a de quoi être en colère. À 55 ans, cette femme a depuis hier un casier judiciaire. Avec la défaillance de la loi, on pousse les honnêtes citoyens à se mettre dans l'illégalité, c'est ce qui m'est arrivé. Le tribunal de Bordeaux l'a condamné à 1 an de prison avec sursis. En aucun cas, bien sûr, un propriétaire qui est victime d'un squatteur ne doit se faire justice lui-même. Bien sûr, j'ai fait une bêtise, bien sûr. Je la paye et je l'assume. Hier à l'audience, les juges l'ont désigné comme une victime et lui ont même accordé 1 200 € de dommages et intérêts. Mais il y a un peu d'amertume quand même dans tout ça. Parce que pour moi, je suis la victime. Les vraies voix Sud Radio. Juste un petit mot sur la question du jour, Philippe. Oui, sommes-nous tous égaux face aux squatteurs? Vous dites non à 97%, parce qu'une autre affaire est ressortie suite à cette condamnation. Vous l'avez dit, Cécile, vous l'avez dit. C'est qu'en août dernier, une squatteuse a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, car elle avait squatté la résidence secondaire d'un magistrat. Et là, ça avait été jugé à toute vitesse, et le préfet, évidemment, donc avait dû intervenir. Voilà. Et il a eu gain de cause. Et oui, et là, le magistrat a eu gain de cause comme propriétaire, contrairement à Karine Lelouch. Voilà, avec Philippe Bilger. Si en effet tout cela est établi, malheureusement ça montre que la fable de La Fontaine, dont la conclusion dit que selon qu'on est puissant ou misérable, eh bien, il y a des différences, blanc ou noir, est justifié. Alors, je n'approuve pas cette dame, évidemment, qui a fait appel à 2 hommes de main, mais elle est condamnée. Le tribunal n'avait pas d'autre choix que de la condamner, mais tout ça n'arriverait pas si, à propos des squatteurs, on avait une législation qui a du sens. Qu'est-ce que ça veut dire que d'imposer à des gens qui sont victimes des années de procédure, alors que la réalité et la vérité sont éclatantes et qu'on sait qui est le coupable et qui est la victime. Donc j'ai beaucoup d'indulgence pour cette femme. Mais surtout qu'il y avait une loi anti-squat 2025. C'est ça que oui, c'est ça. Mais simplement, elle n'a pas allégé la bureaucratie. C'est ça le drame. En fait, la différence. Enfin, il faut savoir s'il y a squatteur et squatteur entre guillemets. C'est-à-dire, il y a le squatteur qui rentre dans une maison inoccupée illégalement et qui s'y maintient. Ça, c'est un vrai squatteur entre guillemets. La loi, ça s'applique, la loi Casbarian. Et il y a le mauvais payeur, c'est-à-dire la personne qui prend un loyer, qui d'un seul coup ne paye plus son loyer
et se maintient illégalement, mais qui était déjà là avant. Alors on dit toujours, c'est un squatter, mais en fait là par contre il est aussi protégé par la loi, et surtout en ce moment avec la trêve d'hiver, enfin la trêve hivernale, etc. Et c'est vrai que en tant que force de l'ordre, nous on le vit très mal parce que les gens viennent et il y a des vrais, derrière on parlait de violence, mais là c'est la même chose. Enfin je veux dire, quand vous payez des loyers, vous devez rembourser les banques, que les loyers ne rentrent plus, que vous perdez vos biens et que par exemple c'est la maison de vos parents, enfin je veux dire c'est des drames. Et moi pour l'avoir vécu, pas personnellement, mais enfin c'est une amie qui est néo-zélandaise qui travaillait à l'ambassade de Nouvelle-Zélande et qui ne comprenait pas parce qu'il y avait des gars qui avaient usurpé une identité pour se maintenir dans son domicile, et elle me dit mais chez nous en Nouvelle-Zélande les mecs ils dégagent demain. Et ben je dis oui, mais en France c'est pas comme ça, dans les autres pays du monde entier en France on inverse les valeurs, et donc en fait une personne qui se maintient illégalement elle a le droit de rester, et on a le problème avec les Airbnb. Et à l'arrivée ça pénalise les petits locataires qui n'ont pas beaucoup de sous, parce que c'est impossible de louer un appart parce qu'il faut donner la feuille de paye de l'arrière-grand-père et des garanties dans tous les sens, et du coup il y a des mômes qui travaillent, qui gagnent des sous, même pas les moyens de trouver un logement parce qu'ils ne présentent pas cette garantie. Et même quand vous voulez par exemple investir, il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier et parce que ça leur rapportera bien sûr pour leur patrimoine, mais du coup ils ne le font plus. Ils ne le font plus parce qu'ils disent mais moi si j'investis, j'achète un appartement pour y mettre quelqu'un et que la personne ne paye plus le loyer, c'est moi qui vais payer. Donc du coup on préfère des fois, enfin on le voit, c'est fermer les appartements, les murer presque, et ne pas les louer. Il y a plein d'appartements vides. Allez, 0826 300 300, Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Salut Fred. Vous vouliez réagir Frédéric? Ouais, je souhaitais réagir alors de plusieurs façons. La première, ma première pensée, elle va pour cette dame et je la soutiens complètement sur l'action qu'elle a faite. Donc là-dessus, je veux être clair. Dans mon préambule, je vais être clair. Maintenant, sous la couvert de monsieur Bilger et de ce monsieur du syndicat de police, je vais tenir un autre propos. Je trouve pour ma part qu'il y ait une condamnation dans le fait de faire intervenir des gros bras et de faire casser la gueule aux squatteurs pour le foutre dehors, c'est quelque chose de logique au regard de la loi et au regard d'un état de droit. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses sans que ça soit puni. Ce que je pense, en revanche, c'est que c'est pas les juges qui doivent être incriminés là-dessus, c'est la loi qui doit être modifiée et qui doit être beaucoup plus dure. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion possible. À partir du moment où vous avez un squatteur dans un truc, le squatteur, vous le virez immédiatement. On fait appel, on fait un référé, on fait appel à la force publique et le mec, on le vire tout de suite. Il ne doit pas y avoir de discussion là-dessus. Alors, on vous y opposera. Alors là, vous parlez d'une personne seule, mais quand c'est une famille, ou c'est compliqué parce que quand c'est même. une famille, elle occupe un logement qui n'est pas à elle. Désolé, le droit de propriété est reconnu quand même en France. On a le droit de propriété. Et moi, je suis pour. Mais l'État a obligation de loger les gens en France. Il y a un droit opposable au logement. Et on sait que le mal logement. Ça, c'était les élucubrations de Christine Boutin dans la loi Dallot. Merci de les rappeler. Que le mal logement, c'est une vraie plaie en France. Oui, mais alors, moi, j'ai la solution. Qui n'ont même pas les moyens de se loger. Mais moi, j'ai la solution pour le mal logement. Vous faites que vous pouvez expulser les squatteurs en 24 heures, les mauvais payeurs très vite. Vous détaxez un peu l'immobilier. Et je peux vous dire que le marché de l'immobilier, il repart à 300 à l'heure en France. Le problème, c'est qu'on a la politique strictement inverse. Mais moi, cette pauvre femme, il y a deux choses qu'on ne dit pas. Elle a payé elle a baissé le prix de vente de sa maison. C'est une maison de son père qui est décédé. Elle a baissé le prix de 80 000 euros. Donc, elle a déjà été lésée de 80 000 euros. Et comme elle a hérité, alors, on va dire que l'héritage, c'est sale. Il y en a qui disent ça en ce moment. Elle a payé en plus des droits de succession qui, faut-il le rappeler, en France sont exorbitants. Et vous payez les droits de succession. Et vous baissez de 80 000 euros. Et on va vous dire, ils sont dans leur bon droit, ils restent là. Et le pire, elle le disait, c'est quand on m'a dit, madame, ils sont chez eux. Mais ils sont chez eux d'où? Bientôt, je me dis qu'un type vous pique votre bagnole, vous la voyez dans la rue, vous avez votre clé de contact, vous montez dedans, vous repartez, le type vous fout au tribunal en disant que vous lui avez volé sa voiture. Mais on est chez les dingues. La France, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Mais qui sont les débiles de parlementaires qui ont voté des lois pareilles? Je rappelle qu'il y a une personne que je connais bien, on lui a volé sa voiture, il y a eu un trafic de cartes grises, les clés et la voiture étaient donc à la personne. Et il fallait que la personne dise: est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre ma voiture? Mais c'est hallucinant. Moi, je peux vous dire que je remonte dedans. Là, il n'y a pas de problème. Frédéric, merci en tout cas de votre appel. Merci de ce témoignage. Bien entendu, tout de suite, l'idée qui fonctionne.
Les vraies voix Sud Radio. Et à partir de ce lundi 1er décembre, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par la Sécurité sociale. On voulait absolument en parler pour les personnes handicapées et ou âgées en perte d'autonomie. Une promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron en avril 2023. Alors pour une fois qu'il y a une promesse qui est tenue, c'est important. Malika Boubaker est avec nous, conseillère nationale APF France Handicap. Bonsoir, merci madame d'avoir accepté notre invitation. C'est une excellente nouvelle, j'imagine aussi pour vous. Oui, absolument. C'est une avancée majeure. Alors nous, ça fait plus de 5 ans que nous sommes en travaux avec tous les acteurs concernés, les fabricants, les prestataires, les professionnels de santé et puis évidemment les administrations qui sont en charge de ce sujet, la direction de la sécurité sociale notamment, et puis évidemment un pilotage et un portage politique assez conséquent. Alors il y a un chiffre qu'il faut rappeler, plus d'1 million de personnes utilisent un fauteuil aujourd'hui, 150 000 personnes en acquièrent chaque année. Pour se rendre compte un petit peu ça, en fonction des fauteuils, c'est quoi le tarif aujourd'hui ? Alors, ça dépend complètement de vos besoins. Vous avez évidemment différents types de fauteuils selon votre situation de handicap et selon vos besoins. Mais par exemple, pour une personne en situation de handicap qui a besoin de fauteuil roulant manuel pour pouvoir, circuler assez librement, quelqu'un qui est assez actif, qui a des difficultés motrices des membres inférieurs et qui a juste besoin en fait d'un fauteuil pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller sont ce qu'on appelle des fauteuils roulants manuels actifs, donc à alliage léger, qui peuvent coûter jusqu'à plus de 6 000 €. 6 000 €. Là, 6 000 €. Voilà. On démarre à 6 000 €. Sans compter les options, les accessoires, etc. Et aujourd'hui, non, plus aujourd'hui, hier, justement, ce fauteuil était pris en charge aux alentours de 600 €. Donc, Donc, commençait le parcours du combattant pour la personne, pour aller toquer à la porte des différentes administrations pour essayer de boucler son budget. Et ça, ce sont les fauteuils roulants manuels à alliage léger, mais vous avez d'autres types de fauteuils pour des personnes qui ont de plus grandes difficultés de mobilité, membres inférieurs et membres supérieurs souvent. Ce sont des fauteuils roulants électriques où là, vous pouvez atteindre en fait des sommes beaucoup plus importantes, autour de 20, 30. Ah ouais. Justement, pour qu'on ait une idée, ça a été un très long combat ou très difficile ou très vite on est abouti à une solution que le président a validée? Alors non, c'est vraiment un très très long combat. D'autant plus que la nomenclature actuelle, le dispositif actuel, les dates, depuis 30 ans. Il y a eu plusieurs tentatives auparavant. Il y en a eu une en 2011. Pour justement avoir une nouvelle nomenclature. Elle avait malheureusement pas abouti à l'époque. Donc nous, sans cesse, on a remis, le sujet sur le devant. Ça fait plus de 20 ans depuis la loi handicap en fait qu'on va dans le sens d'avoir une compensation intégrale, notamment concernant les aides techniques, pas que les aides techniques d'ailleurs, les aides humaines aussi. Il y a des gros soucis de ce côté-là. En tout cas déjà pour les aides techniques, notamment pour les fauteuils roulants, oui, il fallait absolument qu'on puisse faire avancer le sujet et on a vraiment démarré les travaux il y a 5 ans avec le projet de loi de finances 2020. Qui a déjà acté dans son article 38, première version du projet de loi de finances à l'époque, au moins 5 pages concernant la réforme fauteuil, ce qui est énorme. Et depuis, on a eu de cesse de travailler. On a eu différents pilotages politiques, vous le savez. Ouais. On a eu différents interlocuteurs également, différents cabinets, mais on n'a rien lâché. Et on a un portage politique, vraiment, on a un portage politique assez fort depuis plus de 2 ans. Ça, il faut le saluer aussi. Et voilà. Donc, on y arrive. Et ben voilà, on voulait partager ce moment, en tout cas, avec vous. Merci beaucoup, Malika Boubaker, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes conseillère nationale APF France Handicap. Et moi, je dis... Bravo. J'applaudis cette bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle ne vient jamais seule, puisque... voilà. Ça y est, on a la gagnante. Puisqu'au 0826 300, c'est Dominique qui était avec nous, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir.
Je suis très heureuse de vous avoir. Bah nous aussi, on est très heureux de vous avoir, Dominique. Et très étonnée. Ah bon je suis hyper contente. Ah bah vous êtes contente de nous avoir ou d'avoir gagné? Les deux. Alors écoutez bien, ma chère Dominique, vous avez remporté donc 4 entrées au Futuroscope pour profiter de cet extraordinaire. Et vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable et on est très heureux en tout cas de vous avoir offert ce cadeau au Futuroscope. Vous allez y aller avec qui? Avec ma sœur et puis peut-être 2 enfants. Voilà. Des grands, hein. Parce qu'on a des enfants autour de cette table, mais ils vous intéressent pas, ceux-là. Le plus turbulent, c'est Bigère. Lui, il ne faut pas l'amener. Moi, je suis très sage, moi, Dominique. Toujours. D'accord. Et Dominique, normalement, il y a un cri de bonheur, donc je vous laisse faire ce cri de bonheur. Allez, attention, 1, 2, 3. Ouais. Bravo. On vous a fait un énorme bisou. Vous écoutez Sud Radio régulièrement, Dominique? Oui, depuis 4-5 ans, oui, j'écoute un peu toute la journée. C'est bien, c'est bien. Tout ce qui est économique et politique et juridique. Et juridique. Très bien. Oui. Bah écoutez, on va orienter les sujets pour vous à partir de maintenant. Vous échangez un cours de droit avec Philippe Bilger contre vos places au Futuroscope ou pas? Pourquoi pas. Vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, Dominique, la prochaine fois, venez nous voir directement dans le studio. Et on sera ravis de vous accueillir. En tout cas, merci, bravo d'avoir remporté ce très beau cadeau de 4 entrées au Futuroscope offert par Sud Radio. Il y a encore plein de cadeaux qui vont tomber. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci beaucoup. Merci, les amis. Merci. Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup, Philippe Bilger. Dans un instant, on va vous parler, comme vous le savez à chaque fois, le lundi soir d'association. On va revenir sur l'association Personnage. Vous savez, l'association de Lino Ventura qui fête ses 60 ans de combat pour la dignité. Et puis juste avant, on ira avec Christine Bouillot en direct du concert solidaire Aidons l'Aude en partenariat avec Sud Radio. Il y a énormément d'artistes et peut-être qu'on en aura quelques-uns à l'antenne. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.